Aujourd'hui, je vais répondre à 18 questions que j'ai reçues en lien avec le trouble dissociatif de l'identité. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter d'abord l'épisode que j'ai fait sur le sujet. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Première question, peut-on souffrir de dissociation sans avoir un TDI ? Alors, j'ai déjà répondu largement à cette question dans le premier épisode, mais je l'ai quand même sélectionnée ici parce que c'est une interrogation qui revient très souvent. Alors la réponse, c'est oui, absolument. La dissociation est un spectre très large. On peut souffrir de dissociation quand on est stressé ou bien dans plein d'autres troubles comme l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique, les troubles de la personnalité, etc. Le phénomène de la dissociation est très loin de se réduire au TDI. C'est simplement considéré comme la forme la plus extrême de dissociation parce qu'elle concerne l'identité, mais c'est loin d'être la seule. On peut même souffrir d'un trouble dissociatif sans souffrir de TDI. Par exemple, un trouble de dépersonnalisation des réalisations, un autre trouble dissociatif spécifié ou un TDI partiel. On entend surtout parler du TDI car c'est la forme de dissociation la plus impressionnante pour les gens, mais il en existe plein d'autres. Par ailleurs, il y a plein de symptômes dissociatifs qui ne touchent pas à l'identité. Deuxième question, quels sont les médicaments les plus efficaces contre le TDI ? Il n'y a pas de médicaments pour le TDI en soi, mais plutôt pour certains symptômes ou comorbidités. On peut par exemple prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques pour les symptômes anxieux ou dépressifs, ou des régulateurs d'humeur si notre humeur est très instable. Ce qui est le plus efficace pour le TDI en soi, c'est la thérapie, et notamment la thérapie avec un ou une professionnelle spécialisée dans le traumatisme complexe et la dissociation. Troisième question, y a-t-il des liens entre TDI et somatisation ? Et comment ça peut se traduire et comment aider ? Alors oui, quand les symptômes dissociatifs prennent une allure somatique, on parle de symptômes dissociatifs somatoformes, en opposition aux symptômes psychoformes. Ça peut se traduire de multiples façons, par exemple être paralysé, ne plus sentir ses jambes, ne plus pouvoir parler, avoir une vision déformée, mais aussi ressentir des douleurs à différents endroits du corps ou avoir une sensation d'étranglement, etc. Pour aider, je dirais qu'il est important d'identifier ces symptômes et de comprendre leur origine. Par exemple, j'ai mal au ventre parce que telle chose me stresse. Ou j'ai l'impression qu'on m'étrangle, c'est lié à tel haltère qui est resté coincé dans les sensations ressenties au moment des violences. On peut aussi se rappeler que ça finira par passer. Je suis paralysée, mais ça finit toujours par passer. En identifiant et en mettant du sens sur les symptômes, il y a déjà des chances qu'ils prennent moins de place. Après, on peut aussi utiliser des techniques d'ancrage pour réduire la dissociation, marcher, malaxer des parties du corps, les bras ou les jambes, se rappeler qu'on est dans le présent et plus dans une situation de danger. Et quand les symptômes surviennent en raison d'un événement précis, il est bien de pouvoir les écouter et donc de revoir ses plans. Par exemple, il faut aller à un repas de famille, depuis j'ai mal au ventre et je fais des crises de paralysie à répétition, eh bien c'est un signe qui aller m'angoisse et n'est pas une bonne idée. Si je décide de rester chez moi, les symptômes pourront disparaître. Il y a aussi des symptômes plus diffus, qui sont presque toujours présents, en tout cas c'est mon cas, avec lesquels on s'habitue à vivre. Par exemple, des difficultés à déglutir ou à uriner, des maux de tête récurrents. Une thérapie sur le long terme et le traitement des traumatismes pourront aider. Quatrième question. Est-ce qu'un adulte avec des traumas plutôt dans l'adolescence peut développer un TDI ? Il est difficile de répondre avec certitude à cette question, le trouble étant encore mal connu et trop peu étudié. Normalement, un TDI total et non partiel se développe avant l'unification de l'identité et donc avant l'adolescence. Si les traumatismes commencent à l'adolescence, on sera plutôt du côté du trauma complexe ou du TDI partiel, car il existait déjà un noyau identitaire avant la survenue des événements traumatiques. Néanmoins, il est possible de vivre des traumatismes dans la petite enfance et de ne pas s'en souvenir, ou bien d'en vivre sans avoir conscience qu'il s'agit de traumatismes réels. Par exemple de la négligence, avoir un parent malade, un parent traumatisé ou lui-même dissocié, subir des violences psychologiques, grandir dans un environnement anxiogène, manquer de sécurité physique ou affective. Certains éléments qui ne seraient pas traumatisants pour des adultes peuvent aussi l'être pour des enfants en développement, qui sont des individus très vulnérables. Cinquième question. Comment expliquer le TDI à notre entourage lorsque pour eux notre vie a été merveilleuse et sans trauma ? Si ce sont des personnes bienveillantes et de confiance, il serait peut-être bien de commencer par leur expliquer qu'il y a eu des traumas, sans forcément préciser ou développer.
Si ce sont des personnes qui ne reconnaissent pas les traumatismes que vous avez pu vivre, ce ne sont peut-être pas des personnes à qui il faut parler du TDI, car ce trouble est là pour nous protéger et ça pourrait être dangereux ou tout simplement blessant de ne pas être écouté et reconnu. Personnellement, je n'ai parlé du TDI à aucun membre de ma famille, à aucune personne qui pouvait ne pas reconnaître ce que j'avais subi. Ce serait s'exposer à davantage de violence. Mais si ce sont des personnes de confiance, vous pouvez dire j'ai vécu des traumas, préciser ou non selon votre envie, je ne tiens pas à en dire plus, puis expliquer dans les grandes lignes ce qu'est le trouble. Moi, j'en ai parlé à quelques amis très proches qui connaissaient déjà mes traumas. Et ma façon de faire, c'était surtout de dédramatiser pour ne pas effrayer, en expliquant qu'on avait tous des parts de soi, simplement que mes parts à moi n'étaient pas unifiées mais dissociées entre elles, qu'elles s'étaient développées indépendamment les unes des autres, mais qu'ils les connaissaient déjà finalement, que ça ne changeait rien pour eux de l'apprendre. C'est pas comme s'ils devaient rencontrer subitement 10 nouvelles personnes, ils en côtoient déjà plusieurs depuis longtemps sans le savoir. C'est sûr que la nouvelle passe mieux si on explique à des proches que toutes les parts font partie de nous, qu'elles les connaissent déjà dans la grande majorité, que ce sont des parties dissociées, plutôt que si on leur dit « il y a plusieurs personnes dans mon corps », parce que ça peut inquiéter et même si c'est des personnes bienveillantes, en fait, ça peut les effrayer quand même. Donc il faut aussi expliquer de façon stratégique. J'ai aussi dédramatisé en faisant une petite blague au sujet de la politique. Bon, heureusement, il y a personne dans le système qui aime Zemmour. Et c'est vrai, dans mon système, il y a soit des partis très politisés à gauche, soit des partis qui ne se préoccupent pas de ces sujets car ce n'est pas dans leur champ mental, mais pas de désaccord au niveau politique. Et ça les a fait rire du coup. Je leur ai expliqué dans les grandes lignes le trouble, comment je le vivais intérieurement, comment ça se manifestait et comment ça s'expliquait. Et je leur ai dit que s'ils avaient des questions, ils pouvaient me les poser. Mais voilà. On n'en a jamais vraiment reparlé. Moi, dans le quotidien, je ne demande pas à ce qu'on m'appelle différemment selon les parties, ça me mettrait très mal à l'aise. Donc, ils s'adaptent, ils me voient comme un être à part entière, composé de plusieurs parts, mais qui font toutes partie de moi. Et c'est ce moi qui est leur ami, pas juste une partie dissociée des autres. 6e question. Est-ce que souffrir d'un TDI demande de nommer obligatoirement ses propres entités ? Alors, j'ai repris le terme entité qui était dans la question. Non, absolument pas. Il n'y a aucune obligation. On peut très bien souffrir d'un TDI sans que les différentes parties, aussi développées soient-elles, aient un prénom défini. D'ailleurs, même si le trouble n'est pas du tout quelque chose d'inventé, d'induit ou de créé par le contexte social et la culture, je pense qu'il y a certaines façons de faire qui, pour le coup, sont liées au contexte social et culturel. Et sans doute que le fait de donner des prénoms aux alters en fait un peu partie. Le trouble existe, mais la façon de se le représenter est-elle influencée par des facteurs extérieurs ? Alors parfois, certaines parties se présentent avec un prénom de façon assez naturelle, mais parfois ce n'est pas le cas. On peut aussi, dans le but de mieux les identifier et de créer une relation avec elles, décider de leur trouver un nom. Ça rendra les choses plus faciles, par exemple pour les nommer en thérapie ou pour soi-même. De nombreux systèmes utilisent aussi des appellations qui ne sont pas des prénoms en soi, mais permettent justement de mieux identifier les parties. Par exemple, la partie colère, la partie sociale, la partie détachée, etc. Ce n'est pas la présence ou l'absence de prénoms qui indique le degré de développement d'une partie. 7e question. Comment se fait-il que pour certaines personnes atteintes du TDI, les alters peuvent ne pas être humains ? Alors il peut y avoir plusieurs raisons, mais c'est facilement explicable. Comme le TDI se développe dans l'enfance, il prend racine dans l'imaginaire de l'enfant. Si l'enfant regarde des dessins animés avec des dragons par exemple, il pourra être influencé. Il prend à l'extérieur ce qui peut l'aider à survivre. Si s'identifier à un dragon l'aide à se sentir moins impuissant par exemple, alors il va s'y identifier. Ça peut aussi venir de quelque chose de plus métaphorique. Le fait de se sentir mort à cause des traumatismes peut donner un alter qui se considère comme un fantôme, ou le fait de se sentir traité comme un animal peut donner un alter qui se considère lui-même comme un animal. Quand on a subi des violences de la part d'humains, ça ne donne pas non plus envie de faire partie de l'espèce humaine. Alors un alter peut se considérer comme non humain, c'est encore une fois un mécanisme de protection. Personnellement, je n'ai pas d'alter développé non humain, j'ai juste un fragment qui correspond au chien de mon enfance. Je me sentais en sécurité avec lui et je l'aimais très fort. Il ne prend pas le contrôle du corps, mais quand les parties enfants sont tristes ou seules, elles peuvent ressentir sa présence comme un manteau de chaleur.
8e question. Un alter enfant peut-il garder les souvenirs d'inceste ou d'agression? Alors oui, c'est même très souvent le cas si les agressions ont eu lieu dans l'enfance. On les a vécues dans l'enfance, c'est donc un alter enfant qui conserve ses souvenirs. À ce sujet, il y a quelque chose de fréquent mais de tabou quand on a vécu des violences sexuelles dans l'enfance et qu'on souffre d'un TDI, c'est qu'il existe des alters enfants qui sont en charge de la sexualité ou qui viennent quand on se trouve dans un contexte sexuel par exemple, ce qui n'est pas du tout adapté. 9e question. Comment faire pour intégrer les envies et besoins d'un alter enfant dans le quotidien? Trouver un petit moment de libre dans la journée, le matin avant d'aller au travail, ou bien le soir quand toutes les obligations sociales et professionnelles sont terminées. Vous pouvez vous mettre d'accord avec cet alter en lui disant que ce moment précis est pour lui, pour faire ce qu'il aime, coloriage, dessin animé, etc. Quand on ne travaille pas au quotidien, c'est plus facile, on peut trouver plusieurs moments au cours de la journée. Ça peut aussi être des petits gestes, acheter un bonbon en allant à la boulangerie, écouter une musique que cet alter aime dans les transports, le laisser s'exprimer quand on est dans un endroit sécurisé où l'on ne sera pas jugé. C'est important d'intégrer les envies et les besoins d'un alter enfant dans le quotidien, déjà parce que ce serait pas juste pour lui de ne pas pouvoir faire ce qu'il aime, et ensuite parce que ça permettra une meilleure régulation entre les parties. Si l'enfant sait qu'il a un moment dans la journée qui lui est dédié, il sera plus patient quand il faut travailler ou quand il ne peut pas s'exprimer librement, car il saura que son moment viendra plus tard. Ça diminuera la frustration, les intrusions ou même les switches inopportuns, c'est-à-dire les passages d'une partie à l'autre. 10e question. Est-ce qu'on peut aimer certaines parties et en détester d'autres? Absolument, c'est même très très souvent le cas, pour ne pas dire systématiquement. Comme dans tout groupe d'individus, il y a des personnes qu'on apprécie plus que d'autres, avec lesquelles on s'entend mieux. C'est pareil à l'intérieur du système. C'est une question d'affinité, mais ça va plus loin. C'est aussi une question de ce que ressent une partie, de ce qu'elle renferme comme vécu. S'il s'agit d'une partie qui garde des traumatismes ou qui contient des émotions trop douloureuses, on va avoir tendance à la rejeter, parce qu'on ne veut pas de ces souvenirs et de cette douleur. Si c'est une partie qui a un fonctionnement destructeur aussi. On parle même de parties phobiques d'autres parties. Certaines parties sont plus faciles à aimer que d'autres. Par exemple, une partie enfant joyeuse et innocente, une partie adulte adaptée en société, qui gère bien la vie quotidienne, qui est agréable à vivre. Et à l'inverse, une partie traumatisée qui nous impose des reviviscences, qui se montre agressive. Et puis, il y a des parties qui s'identifient à des personnes maltraitantes aussi. Difficile, dans un premier temps, de ne pas les détester, puisqu'elles représentent nos agresseurs à l'intérieur de notre tête et nous font beaucoup de mal. 11e question. Est-ce qu'il peut y avoir des périodes plus ou moins longues sans que les alters se manifestent? Oui, si l'environnement est stable et sans trop de triggers, il est possible que les alters se manifestent moins ou ne se manifestent pas pendant une certaine période. À l'inverse, quand il y a des périodes vraiment critiques, ça arrive aussi qu'un alter reste au contrôle et perde le contact avec les autres parties dans un but de survie. Après, il est aussi possible de ne pas avoir conscience que les alters se manifestent quand ce sont des switches plus discrets, avec moins d'amnésie, ou quand il y a de la co-conscience ou simplement de l'influence. Donc on peut avoir l'impression qu'aucun alter ne se manifeste pendant une longue période, alors qu'en réalité, ils sont un peu présents quand même, mais on les remarque moins. Question 12. Comment apaiser un alter qui a tendance à l'auto-sabotage? Commencez par ouvrir un espace de communication avec lui pour comprendre son comportement. Que ressent-il? Pourquoi a-t-il cette tendance? Qu'est-ce qui est à l'origine de son comportement? Quelles sont ses croyances, ses peurs, ses besoins? Ça permettra déjà d'avoir plus d'indulgence envers cet alter, et ça l'aidera peut-être lui-même à réfléchir à ce qu'il vit, à prendre du recul sur son fonctionnement. Lui dire que ce qu'il ressent est légitime, le remercier de chercher à survivre, parce qu'au fond, c'est un fonctionnement destiné à vous maintenir en vie, même si ça ne se voit pas du tout, et même si les conséquences sont néfastes. Il se sentira écouté et respecté. L'aider à trouver d'autres comportements qui seront moins destructeurs. En fait, s'il a appris à faire d'une certaine façon, ça nécessite donc tout un apprentissage de faire autrement. En sentant qu'il a le droit d'exister, que ce qu'il ressent est reconnu et qu'il mérite d'être aidé, il sera déjà plus apaisé. Ensuite, un travail avec soi-même ou avec un professionnel pour changer ses comportements pourra être utile. Il faut aussi réfléchir au calcul coût-bénéfice, dans le sens où certains comportements ou certaines façons de faire sont douloureuses et ont un vrai coût, mais parfois c'est difficile d'y renoncer parce qu'il y a aussi des bénéfices.
En identifiant les coûts et les bénéfices, on peut voir à quoi sert ce comportement, ce qu'il nous apporte, et comment un autre comportement moins néfaste pourrait nous apporter la même chose, ce qui permettrait de diminuer les coûts, justement, tout en gardant les bénéfices. 13e question. Comment dialoguer avec ses haltères pour régler un problème ? Il y a plein de méthodes possibles. Vous pouvez écrire dans un carnet et laisser l'opportunité à chacun de donner son avis. C'est important, je le redis, de comprendre pourquoi tel haltère a tel avis. Ça permet vraiment de développer l'empathie et de ne pas se braquer immédiatement. Après, l'écriture, ce n'est pas pour tout le monde. Moi, personnellement, ça m'aide beaucoup, mais il n'y a que 2 ou 3 parties à tout casser qui écrivent dans le carnet dédié à la communication. Les autres n'y pensent pas ou ne savent pas le faire. Je conseillerais, et c'est un conseil de mon psy aussi, d'imaginer une salle où tous les haltères sont présents, en tout cas ceux qui le veulent ou le peuvent. Une salle où on se sent à l'aise, donc une salle de réunion ou alors un salon chaleureux. On se sentirait peut-être plus à l'aise dans un salon chaleureux. Imaginez les chaises ou les fauteuils, à quoi ressemble la pièce, la disposition de chaque partie dans la pièce. Ensuite, amenez le problème mentalement et identifiez les différents points de vue. Laissez les parties s'exprimer et s'écouter. Créer cette situation mentalement peut aider, mais encore faut-il y arriver. Question 14. S'il y en a, peux-tu nous parler d'une expérience positive ou d'un aspect bénéfique du TDI ? Concernant les aspects bénéfiques du TDI, il y en a. Souvent, j'ai peur de guérir parce que j'ai l'impression que c'est le TDI qui me permet de me défendre et de survivre même. Je me dis que sans les parties protectrices, on serait totalement vulnérable, comme quand on était petite. Ou que sans la partie sociale, on ne pourrait pas s'adapter en société et faire semblant. Et puis même, en soi, s'il n'y avait pas des parties pour garder les traumas, les autres parties qui arrivent justement à s'adapter ou à protéger n'auraient pas cette possibilité-là. Ou alors ne le feraient vraiment pas aussi bien parce qu'elles seraient submergées. Donc ça me rassure de savoir que certaines parties ont les capacités de nous protéger, même si elles ne s'y prennent pas toujours de la bonne façon. J'aime aussi le sentiment de puissance et de protection que je ressens lorsqu'une personne en face de nous ne sait pas qui on est. C'est pour ça qu'on ne donne pas les prénoms ou qu'on ne dit pas qui est là. C'est comme une protection, une armure de plus. Donc c'est un fonctionnement qui a un côté bénéfique puisqu'il me permet de m'adapter à beaucoup de situations et de me protéger. Concernant une expérience positive, je vais donner un exemple parmi d'autres. C'est une situation qui m'arrive parfois et qui me fait beaucoup rire. Le but n'est pas du tout, je le rappelle, de présenter le TDI comme quelque chose de chouette. C'est quand je suis dans une situation sociale désagréable, sans être non plus une situation sociale violente ou traumatisante. Face à des gens qui disent de la merde, par exemple. Et en même temps que ces gens parlent, j'ai une voix dans ma tête, hyper ironique, qui commente, fait des blagues, et je me sens soutenue déjà. C'est comme si j'étais pas seule. Ça me donne du recul sur la situation, et en plus ça me fait vraiment rire. Et c'est pas moi qui me fais une blague dans ma tête. Ce sont vraiment des pensées qui arrivent de l'extérieur et que je découvre sans les avoir pensées moi-même. Et du coup, je me dis, cette partie est vraiment trop drôle. Et après, je me dis, mais c'est censé être moi en vrai, vu que c'est la dissociation qui me donne l'impression que c'est pas moi. Donc c'est un peu narcissique, car finalement, c'est moi du coup que je trouve super drôle. Mais je le ressens vraiment comme si c'était quelqu'un d'extérieur à moi, quoi. 15e question. La réponse va être très très courte. Comment gérer le fait d'avoir constamment à masquer le TDI ? Honnêtement, je sais pas trop. Moi-même, je masque tout le temps et ça me prend beaucoup d'énergie. Avoir des moments où le masque peut être déposé, ça peut déjà faire du bien et soulager un peu, sinon on se repose jamais. Mais je ne peux pas donner d'autres conseils, je sais pas. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires. Alors, question 16, la plus difficile que j'ai reçue et que j'ai hésité à inclure dans cet épisode, mais en fait je l'avais jamais entendue et je trouve qu'elle est importante, donc je l'ai gardée quand même si j'ai du mal à y répondre. Comment expliquer le TDI aux enfants ? Je n'ai jamais rien lu ni entendu sur le sujet. J'ai peur de répondre quelque chose qui pourrait ne pas être adapté. Ça dépend aussi si l'on parle du trouble à l'enfant de façon abstraite ou s'il faut expliquer à son propre enfant en tant que parent qu'on est touché par ce trouble. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, de sa capacité de compréhension, de sa personnalité. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte qu'il est difficile de répondre comme ça. Personnellement, je pense que si j'avais un enfant, je lui dirais seulement, en tout cas s'il est encore petit, j'ai vécu des choses qui font du mal et qui font peur.
qui ne sont pas justes et ça me rend triste ou un peu perdue parfois, mais rien de plus. À mesure qu'il grandit, je pourrais préciser s'il pose davantage de questions en disant: des adultes m'ont fait du mal, des grands m'ont touché à des endroits intimes où ils n'avaient pas le droit. Mais je n'arrive pas à imaginer comment expliquer qu'on a un TDI à un enfant. Je pense qu'il faut s'adresser à des professionnels pour avoir une réponse. Moi, je crois que je ne le dirai pas. C'est juste un fonctionnement particulier, on n'est pas obligé d'expliciter son fonctionnement. Et ça peut être très angoissant pour un enfant de se dire qu'il y a plusieurs personnes dans son parent, parce que ce sera difficile pour lui à comprendre. Ça peut engendrer de la peur et de la confusion. Et c'est à nous de préserver les enfants. Mais c'est mon avis. Je ne me sens pas capable de répondre à cette question. Parler des traumatismes et du fait qu'il y a des parties de soi qui sont traumatisées, je pense que c'est suffisant. Question 17. Les symptômes peuvent-ils s'estomper avec le temps ? Évidemment et heureusement. En travaillant sur soi, en améliorant la communication et en faisant une thérapie adaptée à nos besoins, dans le respect de chaque partie, les symptômes peuvent s'estomper. On peut apprendre à mieux gérer les conflits intérieurs, à mieux se comprendre, à intégrer les traumatismes, ce qui permet d'améliorer la qualité de vie au quotidien. Cela permet notamment de diminuer les barrières entre les parties dissociées et donc de réduire les amnésies, d'avoir plus souvent de coprésence entre les parties, de moins perdre le contrôle, car les parties décident entre elles et ne cherchent plus à lutter les unes contre les autres. Et dernière question, comment aider quelqu'un qui a un TDI en tant que proche ? Déjà, être ouvert et à l'écoute, ne pas juger, accepter ce que l'autre explique, lui dire qu'il peut en parler, être compréhensif. Vous pouvez aussi lui demander directement comment on pourrait l'aider. Chaque personne est différente, donc tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Ne pas faire de réflexions désagréables quand l'autre dissocie, ne pas réclamer la présence d'une partie en particulier. Déjà, c'est très blessant pour les autres parties. Et ensuite, ça ne se fait pas sur commande. En fait, être naturel, écouter ce que l'autre a à nous dire sur ses besoins. Franchement, ce serait impossible de dire ce qu'il faut faire précisément, ça dépend tellement des personnes. Et pour la question des symptômes, et non des parties dissociées en elles-mêmes, aider la personne à se repérer si elle est perdue, lui redonner les informations manquantes, ne pas s'énerver si elle a oublié ce que vous aviez dit, l'aider à s'ancrer si elle dissocie. Et concernant les traumatismes, c'est comme pour les personnes traumatisées sans TDI en fait, reconnaître les traumas, déculpabiliser, soutenir, rassurer, offrir un environnement sécurisant. Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires. S'il y en a beaucoup, je pourrais faire un deuxième épisode pour y répondre. À bientôt!